Salut tout le monde, c'est Sweet Spot, l'émission 100% matos. Au menu de ce mois d'août, une interview avec Thomas Levé, l'ancien numéro 1 français, va nous parler de 4 décennies d'évolution du matériel de golf et au passage nous livrer quelques anecdotes savoureuses sur ces années sur le tour. Direction ensuite l'Evian Championship avec un reportage sur les moyens dont dispose l'élite féminine au niveau du matériel. Et comme vous allez le voir, on est encore très loin de la parité avec les garçons. Et on restera ensuite avec Pauline Roussin-Bouchard, toujours du côté d'Evian, qui va nous offrir son club préféré. Et on restera au bord du lac Léman pour lancer une rafale de nouveautés matérielles. D'abord avec les wedges Callaway, les nouveaux opus que peut-être on vous fera gagner en fin d'émission. On enchaînera ensuite avec les pépites de la rentrée, d'abord avec les drivers GT de Titleist, c'est Hugo Ponce qui allait les tester du côté de Chantilly-Vineuil. Et ensuite on enchaîne au Portugal avec 2 nouvelles séries de fer signées TaylorMade, les P770 et les très attendus P7CB. Et enfin, rendez-vous en fin d'émission avec les traditionnels concours de Sweet Spot. Mais comme promis, on démarre tout de suite avec Thomas Levé qu'on retrouve du côté du golf de la Boulie. Bon Thomas, tu nous reçois ici chez toi à la Boulie. Quel regard tu portes sur l'évolution du matériel? Ça a fait un progrès déjà énorme. Quand on voit rien que le volume du driver, c'est incroyable. C'est-à-dire que mes drivers, quand j'ai commencé, c'est des bois persimon, soi-disant grosse tête. Et la tête est à peine plus grosse que la tête d'un hybride actuellement. Donc voilà, ça vous donne un genre d'idée. Et puis la surface de frappe, elle faisait à peine la taille de la balle. C'est-à-dire qu'avant, la surface du driver en temps entier, c'était à peine la surface de la balle. Et puis là, il y a 3 fois la taille en largeur, quoi. C'est une différence énorme. Mais bon, ce qui est sympa, c'est que ça permet à l'amateur de jouer avec des clubs un peu plus faciles. Et puis on voit sur les circuits pro, par contre, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le golfeur est tellement plus fort que le parcours maintenant, que beaucoup de parcours deviennent obsolètes. Et on le voit par exemple des instances comme Saint-Andrews ou le Masters à Augusta. Ils pensent à déjà rallonger le parcours tous les ans parce qu'ils se rendent compte que certains joueurs, Bubba Watson a été un des premiers, ridiculisent les par 5, quoi. Et donc l'écart entre les amateurs et les professionnels en niveau de performance n'a jamais été aussi grand que maintenant. On voit, c'est pas rare de voir des joueurs comme Wyndham Clark par exemple taper largement au-dessus de 300 mètres à tous les drives, alors que 90% des amateurs n'arrivent pas à 200 mètres. 100 mètres d'écart, c'est énorme. Thomas, qu'est-ce que tu penses du rollback? Donc les balles vont voler moins loin dès 2028 pour les pros et 2030 pour les amateurs. Oui, ils n'ont pas pris le problème au moment où ça se passait. Au moment où la Pro V1 est arrivée chez Titleist, c'est une balle qui volait beaucoup mieux contre le vent, c'est une balle qui planait plus, qui allait beaucoup plus loin. Et tout de suite, les joueurs professionnels ont pris 20 mètres, tout le monde. Et puis cette balle, elle a fait des progrès chaque année et les autres marques s'y sont mis aussi. On a des balles qui vont tellement loin actuellement et que même certains joueurs, on peut le voir dans des interviews de Rory par exemple, disent que vent contre, ils n'ont même plus besoin de faire une balle basse, tellement la balle est performante. Et ça, c'est un peu gênant. Mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est que les balles qu'on joue maintenant, ce sont des pierres. C'est-à-dire qu'elles ne bougent plus. Elles tournent presque plus. Elles prennent moins de spin, elles prennent moins les effets. Beaucoup moins les effets. Et ça, c'est gênant. Parce que à une époque, tu tapais un coup vent contre avec un driver, tu mettais le moindre slice, c'était 50 mètres de slice et tu te retrouvais vraiment dans les problèmes. Aujourd'hui, c'est une balle légèrement sur le côté du fairway. Tu es à 10 mètres à droite ou à gauche et tu n'es pas trop gêné. Alors c'est bien pour l'amateur, mais pour le professionnel, ça facilite beaucoup la tâche. Qu'est-ce que tu jouais à l'époque, on va dire début des années 90, que tu jouais la Royal Max Fly, toutes ces balles, ces Tourbalata, ces balles qui avaient un noyau en caoutchouc et de l'élastique autour, bien sûr. Ça prenait énormément les effets, c'était plus dur à jouer que maintenant? Ah oui, beaucoup plus dur. C'était déjà, la balle durait moins longtemps. Elle était déformée beaucoup plus et puis le noyau caoutchouc avec je ne sais pas combien de mètres d'élastique à l'intérieur, ça se déformait énormément et surtout ces balles-là dans le vent, elles prenaient beaucoup de vent, donc tu avais beaucoup de différence entre vent avec et vent contre, à tel point que les joueurs professionnels dans les années 85-86 jouaient 2 balles différentes, une vent avec, la Titleist Balata par exemple, et puis
Rencontre, il jouait la petite pinacle, parce qu'à l'époque, il y avait encore la petite balle. Tu avais le droit de changer de balle comme ça. Et tu avais le droit de changer de balle. Et donc moi, je me suis retrouvé ici à l'Open de France. J'avais toutes mes balles toutes neuves que m'avait donné Titleist. Et puis j'arrive sur le premier par 5 et j'ai deux partenaires, un Italien et un Espagnol. Pinacle 3, une toute petite balle. Et tout d'un coup, j'ai pris 40 mètres au drive. Et c'est pour ça que la règle de la seule balle est arrivée, pour éviter que les joueurs professionnels puissent changer de balle. Et il y en avait même certains qui poussaient le vice à jouer une petite pinacle, un tout petit peu fondue, et ils arrivaient au bord du green, ils disaient « ma balle est fondue, il faut que je la change ». Et donc le gars se retrouvait à pouvoir chipper avec une grosse balle qui prenait beaucoup d'effet. Ouais. Quelle évolution t'as observé au fur et à mesure, en 30, 40, voire presque 50 ans? Je vais vous montrer un petit secret de mon sac actuellement. C'est que ce que j'ai vu, c'est que moi je joue encore les lofts, les ouvertures de club, de 1990. Donc un fer 7 par exemple. J'ai mon pitching wedge à 48, alors que dans les séries Callaway actuellement, ils sortent plutôt dans les 45, 40, mais certaines même séries 43. Et donc ça fait que en fait, mon fer 9 est un pitching wedge de la série normale. Donc il y a un club d'écart. Et ensuite, je me retrouve dans les longs fers, donc je finis avec le fer 3. Et ce que j'ai rajouté, en fait, j'ai ressorti un fer 4 de la série Smoke. Beaucoup plus facile à jouer que le reste de ta série. Plus facile à jouer, mais avec une frappe, on le voit, hein, la face, elle est quand même beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus large ici, avec un centre de gravité beaucoup plus bas. Et donc, tu te retrouves avec un club qui a toutes les caractéristiques pour faire décoller la balle. Et donc, on est obligé, pour avoir une trajectoire de fer 4, de faire fermer les faces. Et donc tu te retrouves avec une ouverture de club ici de série qui est à peu près à 18-19. Et 18-19 dans les lofts de 1990, c'est un fer 2. Le fer 4, je fais 175 mètres avec. Le fer 3, je fais 185 mètres. Et puis mon deuxième fer 4 qui est en fait un fer 2 où je fais 200 mètres avec. Voilà l'évolution du matériel, c'est-à-dire que actuellement on voit des gens qui tapent beaucoup plus fort la balle et ils disent j'ai gagné un club. En fait, c'est le matériel qui est tellement performant, l'angle de décollage est tellement important qu'on est obligé de fermer les faces pour redonner une trajectoire de fer 8 par exemple. Pour revenir sur les sandwich, à l'époque on jouait des stries beaucoup plus larges qui donnaient plus de spin plus facilement. L'USJA, le Royal Ancien sont revenus en arrière il y a 7, 8, 10 ans avec des stries plus durables. Ouais. Beaucoup plus que ça, ouais. Quel regard tu portes là-dessus et le fait que c'était plus facile à l'époque de donner du spin aux balles? Je trouve que déjà là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Parce qu'il y a eu un moment où les joueurs professionnels pouvaient mettre tous les effets qu'ils voulaient sur un chip de 10 mètres par exemple. Au moment où je suis passé pro, moi en fait, dans les années 88, les joueurs, on avait le droit de refaire les stries autant qu'on voulait. Donc tu avais les ingénieurs des camions qui avaient sorti des outils qui te coupaient les stries, ça te faisait des autoroutes sur le sandwich. Et je me rappelle de l'Open de France à Saint-Germain où j'arrivais à faire tout le green du 16 en backspin, par exemple, donc 30 mètres. Donc il y a eu un moment, il a fallu mettre le haut là parce que dans le gros rough, on mettait quand même du backspin. Donc là, ils ont fait OK, on arrête tout. Et ils ont fait une règle sur la profondeur et la largeur des stries et puis l'écart entre les stries. Et cette règle-là, elle est très bien parce que ça redonne un petit peu de la difficulté pour les joueurs professionnels autour des greens et t'as pas un backspin automatique quoi en gros. Et ça c'est quand même pas mal. Moi les premiers que j'ai vu évoluer, ça a été le premier joueur qui m'a vraiment impressionné, ça a été Lee Trevino au Trophée Lancôme. Et tu voyais cet Américain qui faisait un swing un peu particulier et qui faisait des divots. Lui il faisait des divots mais c'était des 40 cm de long. Et la balle, elle était à 5-6 mètres au-dessus du sol. Elle arrive sur le green, un rebond et reprend en arrière et donné. Et là, quand tu es gamin, quand tu joues pas très bien en golf et que tu vois ça, ça donne vraiment envie de jouer. On va parler de tes fers maintenant. Thomas, on voit que tu as des fers quand même assez fins, des Apex. Mais on sait que tu as aussi joué des lames forgées, des pures lames. Est-ce que tu te souviens de ta première série de lames sur le tour? Oh là, oui, alors sur le tour, oui, bien sûr. À l'époque, je jouais Cleveland. Donc on parle d'une phase de club qui est grande comme ça. Voilà, et puis même si là c'est les lames de Callaway, c'est les muscleback de Callaway qui sont assez performants, mais vu la technologie maintenant, vous savez, avec ces inserts qu'on met derrière, le poids du club est vraiment vers le bas, donc c'est des clubs qui sont quand même assez faciles à jouer. Les premiers clubs dont je vous parle, les Cleveland classiques,
c'était des lames pures et dures. Et moi, j'ai joué des lames toute ma carrière. Et même aujourd'hui, je joue le plus lame possible dans la gamme Callaway. Parce que je trouve qu'au niveau du toucher, mais surtout au niveau de la performance, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus facile à contrôler pour moi en fait. Thomas, quand tu es sur le tour, est-ce que tu observes, est-ce que tu observais ce que faisaient les autres? Est-ce que des fois ça faisait naître des petites envies à regarder ce que les autres champions faisaient? Moi j'ai vu l'apparition des clubs hybrides, des rescues. Parce qu'à mon époque, quand j'ai commencé sur le circuit, par exemple, on avait la configuration normale d'un pro. C'était driver, bois 3, fer 1, fer 2 jusqu'au pitching wedge, et puis un seul sandwedge. C'était la configuration que tous les pros avaient. Et puis on a vu, Tom Kite est arrivé avec une série de 3 sandwedges. Alors il a commencé à mettre un sandwedge à 60 degrés. On regardait ce que c'était, mais personne ne jouait avec parce qu'il n'y en avait pas en fait. Et puis ensuite, les marques ont commencé à sortir des sandwichs à 60 degrés. On commençait à sortir aussi des semelles de sandwich vraiment, vraiment différentes. Hein, on peut le voir ici sur mon sandwich. Ce genre de semelle-là, ça n'existait pas à l'époque. Donc tu te retrouves, on avait tout d'un coup un choix de clubs plus important. Et ce que j'ai vu, c'est que sur le circuit américain, en tout cas, les joueurs jouaient un petit peu plus de bois 5 que nous, en Europe, on jouait plutôt des fer 1. Et puis on jouait aussi, quand les hybrides sont sortis, ils se sont tous mis à l'hybride parce que pour sortir du rough, un hybride, il n'y a pas beaucoup mieux. Et certains joueurs, j'ai discuté avec Ricky Fowler il n'y a pas très longtemps, il me disait mais pourquoi on ne passerait pas à 12 clubs par exemple aussi? Il y en a certains qui disent pourquoi on ne mettrait pas que 2 bois pour les pros et pas du tout d'hybride. Donc tu te retrouverais dans une configuration un petit peu plus, et éviter de toucher comme à l'époque, et éviter de toucher trop au matériel et aux balles. Et moi je suis vraiment pour qu'il y ait 2 règles différentes, que les circuits sont quand même assez grands pour être autonomes et dire écoutez, nous on fait nos propres règles. On voit que tu as le sandwich dans les mains avec du stamping dessus, avec un joli stamping. C'est quoi? C'est bleu, blanc, rouge? Bah oui, je suis français quand même. Oui, j'en ai d'autres. Hein. J'ai sur le sandwich, j'ai orange, hein. C'est pour un petit hommage à la ville de Montrouge et le club de hockey que je supporte, le CA Montrouge, qui est passé le CAM 92 maintenant. Et puis sur les autres clubs aussi, vous pouvez remarquer qu'à la place d'avoir les numéros en noir, je les ai en blanc. Ça fait ressortir un petit peu la série, et le Callaway aussi sur le côté est en blanc. Voilà, c'est juste des effets de maquillage, mais vous inquiétez pas, les clubs c'est les mêmes, parce que ça c'est la question qu'on nous pose tout le temps. Mais tes clubs, est-ce que c'est les mêmes que dans les magasins? Oui, bien sûr, c'est exactement les mêmes. La seule chose qui change, c'est le poids et la rigidité du shaft, parce que les professionnels, on joue des shafts beaucoup plus raides et un petit peu plus lourds pour gagner en contrôle de la balle. Et surtout, les vitesses de swing sont plus importantes que l'amateur, c'est normal. Qu'est-ce qui a changé sur tes choix de matériel avec le temps? Alors ce qui a changé, j'ai un peu plus d'ouverture sur le driver. J'ai 1,5 degré de plus qu'à l'époque quand je jouais sur le circuit. Dans mes grosses années, Ryder Cup et tout ça, j'avais un driver qui était ouvert à juste au-dessus de 6,5 degrés parce que je décolle beaucoup la balle et je donnais beaucoup de spin à la balle. Donc en fermant le loft du club, ça permettait de donner une trajectoire qui était beaucoup plus performante. Actuellement, maintenant, on a des clubs qui donnent beaucoup moins d'effets qu'à l'époque. Et donc là, je suis dans une ouverture qui est juste au-dessus de 9 degrés. Qu'est-ce que tu as appris toutes ces années sur les différents circuits où tu as joué, les différents types d'herbes? Déjà, il faut vraiment adapter ton sac à ce que tu vas affronter. C'est-à-dire que si tu arrives à Augusta National avec un fer 1 dans le sac, tu as tout perdu. Il faut faire des balles au ciel sur les attaques de par 5. Ça, c'est le premier truc. Dans les sables différents, ce que tu joues en Écosse, en Asie ou aux États-Unis, tu vas avoir des sables qui vont se comporter très très différemment et surtout avec un atterrissage des greens qui sont totalement différents. Donc tout ça, il faut que tu adaptes ton matériel pour que tu retrouves déjà un peu de souplesse dans les bunkers par exemple. Si tu joues le même sandwich que tu joues en Floride sur du Bermuda qu'à St Andrews, ou en Floride ça va être du Bermuda, ça va être un petit peu laineux, et puis à St Andrews il n'y a pas du tout d'herbe sous la balle. Si tu as trop de rebonds sur ton sandwich, à St Andrews tu ne vas pas t'en sortir. Par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas du rebond sur le club que tu utilises le plus dans les bunkers?
parce qu'à Saint-Andrews, le sable est très fin. Est-ce que tu as souvenir d'un joueur qui était particulièrement dingue avec le réglage de ses Ouais, ouais, c'était Faldo. C'est-à-dire que Nick Faldo, tous les jours, quand le camion était là, il allait voir l'ingénieur à l'époque, il jouait Mizuno, et il allait voir le mec de Mizuno et il lui disait tu peux alors le sandwich, le fer 8 et le fer 4, tu me les bouges de 1/4 de degré plus flat ou plus upright, parce qu'il avait dû faire 2 coups qui avaient bougé de 3 cm sur la droite ou sur la gauche et ça le rendait fou. Donc ouais, lui était particulièrement sensible à plein de trucs. Et puis il avait aussi, comme Faldo est un grand, il a des grandes mains, à l'époque on n'avait pas de grip jumbo. Et donc il mettait 6 couches de papier sous ses grippes et essayait de mettre 6 couches de papier sur un grip. C'est-à-dire que le mec, quand il mettait les grippes, il passait des heures parce que tu n'arrives pas à enfiler le grip en fait, dans le haut du club, c'est trop étroit. Et donc c'était beaucoup de problèmes. Et puis d'autres problèmes, c'est que le papier à l'intérieur était tellement compressé que ça faisait des ondulations. Donc il devait recommencer un nombre de fois pas possible. Et puis j'ai vu d'autres anecdotes, par exemple Martin Lefebvre, le joueur hollandais, à l'Open de Munich, pas son sac. Donc à l'entraînement, il prend dans un camion un sandwich, un putter. Mercredi, toujours pas de sac. Là, il commence à essayer quelques drivers dans les camions, un bois 3, quelques fers. Bon. Mercredi, pas de sac. Mercredi soir, pas de sac. Jeudi matin, pas de sac. Donc il joue avec une série de clubs qui n'était pas faite pour lui, qu'il a mis à ses mensurations, un driver qu'il a emprunté, des sandwichs, bon bref. Puis il arrive le premier jour, il fait 64. En tête du tournoi, incroyable. Jeudi soir, son sac arrive, 77 le lendemain. Donc oui, le mythe que les clubs doivent être adaptés, oui, il y a une limite, mais de temps en temps, de jouer avec des clubs qui ne vous vont pas du tout, des fois, ça relâche l'esprit, puis bon, on laisse aller, et puis advienne que pourra. Mais c'est vrai que sur le long terme, il faut quand même faire attention d'avoir des clubs bien fités. Dernière question, Thomas, l'erreur des amateurs quand tu regardes les sacs dans les programmes, dans la composition de leurs sacs. L'erreur, déjà, si vous avez plus que, on va dire, 10 d'handicap, le fer 3 et le fer 2, vous pouvez les mettre sur la cheminée, ça fait très beau. Vous le faites signer par des bons joueurs, ça ira très bien. Quand vous commencez à jouer un chiffre, vous commencez à jouer le fer 3. N'essayez pas de taper la balle comme un McIlroy, parce que la plus grosse faute qui est faite par les amateurs dans les programmes, quand on joue avec eux, c'est qu'ils nous demandent quel club tu as joué. Alors Rory McIlroy tape le fer 8 à 165 à 170 mètres. Donc ça ne va pas aller, même à 80% de la population des pros, ça ne va pas. Donc nous on va taper, moi je tape le fer 8 qu'à 135, 140 mètres au gros maximum. Donc si j'essaie de taper comme Rory, qu'est-ce qui va se passer? Je vais en mettre dans tous les sens. Je vais pouvoir la taper, j'arrive à le pousser jusqu'à 160 mètres le fer 8. Mais alors, à la place de l'atterrir sur 5 mètres sur 5 mètres autour du drapeau, là on va prendre un green qui va faire 50 mètres sur 50 mètres et 50 mètres de profondeur aussi. Donc voilà, et faites pas l'erreur d'essayer de taper comme les professionnels, tapez vos longueurs. Et moi ce que je recommande, c'est d'aller faire une petite séance de trackman, de taper 10 coups de pitching wedge, de voir où est-ce qu'est la moyenne de ces pitching wedge, et puis on prend le fer 9, le fer 8 et d'étalonner tous ces clubs comme ça. Et sur les coups intermédiaires, ça fait que j'ai pas du tout à changer mes écarts, donc je suis un petit peu plus un peu comme une machine. Merci à toi Thomas. Pas de problème, à bientôt. Voilà, merci à Thomas Levé pour une interview que vous pouvez retrouver tout l'été en version longue sur Journal du Golf TV, mais également en podcast sur nos plateformes habituelles où vous retrouvez Swing, le podcast de l'équipe et du Journal du Golf. Allez, on quitte la boulie et on file du côté de l'Evian Championship avec un reportage sur le matériel féminin, sur les moyens dont dispose l'élite féminine pour s'équiper. C'était tourné évidemment à l'Evian Championship en juillet dernier. Another shoot, another studio. Behind the scenes of every single show. I wanna
Yeah, for most parts I have very flexibility in the clubs I use, and which allows me to test other brands or other models if I feel like things are in need. But I try and keep it too simple, and most of the time, even when I try new things, I end up going back to things that I played really well with and that I'm comfortable with. So yeah, it's just I think it's also like me trusting my equipment and knowing that this is the best for me. Yeah, I think sometimes you think that like when something new comes out, it's going to be automatically better. But even for me, I tested a new model of a golf club, and it wasn't necessarily any better for me than the model that I was using. So I don't think new necessarily means good, but obviously technology is evolving, and I think because of the technology, we're able to hit it a little bit further, a little straighter. So I'm always open to trying, and I think that is why it's really good to have that flexibility. Another studio, behind the scenes of every single show. I wanna tell them, but they'll never know. We're hoping that there isn't much of a problem, but even though there is no tour truck, there's there is some fitters that are out here to be able to check for us, and clubs are it's difficult when you're at a foreign country because it's not as easy to get things fixed or things sent over as if we were in America. So being really prepared the week prior, and the first event, I guess the last event before coming overseas is important, but I think for most parts our club fitters all come out, and I think we're very lucky that they are able to check all these lies and lofts. But You have to trust them. yes, yeah, and I think it is a bit of a trust relationship. Alors là, sur un tournoi, alors en plus c'est un majeur, donc, mais si j'ai un club qui casse sur une semaine comme Evian, et ben, j'appelle Titleist et ils m'en envoient un en illico presto, je sais pas, en emergency. Mais voilà, ça a un jour de décalage, et c'est vrai que c'est un luxe qu'ont les garçons d'avoir les tour trucks vraiment souvent. On a eu sur le Scandinavian Mix en Suède, il y avait les tour trucks puisqu'il y avait les garçons du DP, et on a pu vraiment bosser. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire chez les filles pour avoir un peu plus de simplicité dans le matos, et pour pouvoir bosser un peu plus facilement, surtout s'il y a un problème, et puis aussi pour pouvoir switcher, parce que des fois, selon l'herbe, on veut changer un sandwich, on veut changer un bounce, et là, en l'occurrence, on n'a pas la liberté de le faire. En fait, pour les joueuses en général, c'est vrai qu'il y a on va dire, un peu moins de support réellement sur les tournois, et il s'avère qu'on profite de notre partenariat à Evian pour faire venir deux fitters de notre équipe Europe pour venir justement supporter les joueuses, plus un de nos collègues qui vient des US qui gère le LPGA et tous les joueurs universitaires et joueuses universitaires, et donc l'idée c'est de leur apporter le même support que ce que les joueurs masculins peuvent avoir tout au long de l'année sur le DP World Tour ou le PGA Tour. Donc là, c'est un workshop qui est mobile, donc l'équivalent de ce qu'on a dans un camion du Tour. Donc on est capable de changer le lie d'un putter, la longueur d'un putter, de changer un shaft, de monter un driver, de monter une série de fers. Ça peut arriver qu'une joueuse casse un club, donc on est là effectivement pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Mais effectivement, on a des joueuses qui ne sont pas en contrat et qui jouent un driver, un putter, des fers, des wedges de chez nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un support global pour l'intégralité des joueuses, à part bien sûr les joueuses qui sont en contrat avec d'autres équipementiers. Toujours du côté du matériel féminin, c'est Pauline Roussin-Bouchard qui va vous présenter son club préféré, ou plutôt ses clubs préférés. Bonjour, c'est Pauline Roussin-Bouchard pour mon club préféré. On the tee, Pauline Roussin-Bouchard. Mon club préféré, je dirais que c'est mon driver. C'est un Titleist, le TSR3,
qui a le shaft Ventus en stiff 60 grammes, typé de 1/2 inch, longueur standard et qui met des bonnes bombes. Donc il me fait bien plaisir. Mais il est quand même en kiff-kiff avec mon putter. Mon putter, c'est un TaylorMade Spider, c'est le même que Rory. Même neck, même tout pareil, quasiment, à part le grip, je pense, et la taille. Ce que j'aime avec le driver, c'est qu'il me permet quand même de taper assez fort. Et parce que j'ai pas un gros gabarit et pourtant je peux rivaliser avec quelques longues frappeuses et ça c'est fun. Alors pour mon driver, au niveau des datas, je pense que je vais être en vitesse de swing sur une semaine comme Evian autour de, je pense, 102, 103 et avec une vitesse de balle au-delà de 150, ça c'est sûr. Voilà, j'aime bien taper des draws, des fades, faire toutes sortes de coups sur le parcours avec ce club et il n'a pas toujours été mon copain et puis là on s'est un peu réconciliés donc c'est cool. Je tape rarement mon driver senti. Rarement parce que j'ai un bois 3 qui est une bombe atomique aussi, que j'ai changé il n'y a pas longtemps et avec sa petite tête en 13,5, il envoie du lourd aussi. Bon, je vais dire un souvenir en particulier que j'ai, c'est d'avoir tapé voilà, un gros drive sur le 18 de ma première victoire chez les pros en Suède à Skefte quand j'ai gagné et voilà, j'étais entre me recentrer ou en tout cas faire un lay-up et attaquer le green avec mon drive et ma maman qui était sur le sac m'a dit bah, pourquoi tu prends pas ton drive? Je dis bah c'est vrai en même temps, donc j'ai tapé mon drive, j'ai mis une caisse et j'ai gagné mon tournoi avec un petit putt pour birdie facile. Allez, maintenant dans Sweet Spot, on lance une rafale de nouveautés matérielles, plein de nouveaux clubs et justement on commence tout de suite du côté d'Évian, au bord du Léman, à l'académie de l'Évian Golf Club avec une présentation des nouveaux wedges Opus qui sont signés Callaway. Question nouveauté de l'été, on a des nouveaux wedges, ça s'appelle les Opus, ils sont encore dans le plastique, ils sont tout nouveaux et vous le savez peut-être pas mais vous les avez sans doute déjà vus à la télévision. Xander Schauffele a remporté l'USPGA avec ses sauveurs de par et également Yuka Sasso chez les femmes a gagné l'US Open. Et là on va tout de suite filer du côté d'Évian et de l'Évian Championship, rencontrer un représentant de Callaway qui va nous présenter ses petites beautés et on se retrouve ensuite pour les tester. Un tout nouveau design réalisé vraiment entre les ingénieurs en collaboration avec les joueurs du tour. Il faut savoir qu'il y a eu 6 prototypes. I want to introduce you to Opus. Opus, that's a great name. It looks really good. It looks very, very good. Ooh, it's quite elegant actually. Opus, il faut savoir que c'est un nom en musique, ça veut dire que c'est le chef-d'œuvre. On a une finition chrome et une finition black qui vont du 48 degrés au 60 degrés avec différents bounce et grind, donc différentes semelles. Donc ils seront dispo à partir officiellement, la sortie officielle c'est le 6 septembre, au prix de 199 €, que ce soit en shaft graphite ou shaft acier. Voilà pour la présentation, maintenant je les découvre et là je suis toujours hyper excité de déballer ces nouveaux clubs. On a affaire à quelque chose de très classique d'allure, mais Callaway nous annonce un centre de gravité remonté, un profil de pointe un petit peu plus haut. Si je pose un profil pointe haute à côté, ça n'a absolument rien à voir. On est vraiment sur du classique du côté de Callaway. Et maintenant, on va voir comment un peu les chips sortent de la face si, comme on a annoncé, on a un centre de gravité plus haut et donc des balles qui sortent très tendues. En tout cas, ça pose magnifiquement bien. Vous voyez, on n'a pas à lutter, à garder les mains devant, à la prendre en descendant pour la garder basse. Au niveau des stries, on a la spin gen avec une orientation de face, une façon de produire les stries pour donner plus de spin. Simplement, intéressez-vous à votre technique, à vous, à votre angle d'attaque et votre façon de contacter la balle avec des balles en uréthane qui donnent du spin. C'est vraiment la meilleure façon de donner davantage d'effet. En tout cas, là, sur un chip de 10 mètres, il n'y a pas de problème. La balle bloque au deuxième, au troisième rebond. Donc ça, c'est déjà une vraie réussite pour les chips courts, les chips tendus ras. Allez, on se fait quelques coups lobés. Moi, je suis un adepte des high toe, des profils à pointe haute qui mettent vraiment à taper ses coups face ouverte. Là, forcément, c'est moins rassurant que tous ces profils high toe. On a un profil très classique, une tête plus compacte. Mais est-ce que la balle va sortir assez haut? Là, on le veut vraiment, ce bouchon de champagne.
Voilà, donc un petit peu moins de tolérance sur les coups lobés. On s'adresse quand même à des joueurs de compétition qui vont savoir, avec les mains, avec leur posture, avec leur technique, donner des coups lobés assez facilement, et si ce n'est pas le cas, viser des sandwedge à pointe haute. Callaway a proposé des jaws récemment, full toe il les appelle, et évidemment la référence sur le marché en termes de pointe haute, c'est TaylorMade, et c'est Aito qui sortent justement dans quelques semaines. That's so good. Dude. En conclusion, vous avez une deuxième version des Opus qui est disponible, la version Platinum, avec une finition, une nouvelle couleur disponible pour cette version Premium, et des ports en tungstène, donc une tête multimatériaux pour un placement du centre de gravité optimisé. Des Opus qui, comme vous le savez, sont déjà disponibles en magasin. Des tours de green, on passe maintenant au driver à la babatte avec une nouveauté très attendue. Le driver star de la rentrée, c'est le GT, le nouveau driver de Titleist qui tous les 2 ans dévoile ses nouveaux bijoux. En 5-6 ans, ils sont devenus majoritaires sur les circuits pro, donc c'est vraiment quelque chose qu'on attend de pied ferme. Et c'est Hugo Ponce du côté de Chantilly-Vineuil qui nous les présente. C'est à toi Hugo. Salut à tous, regardez, on se retrouve, on est à Chantilly-Vineuil avec Titleist au National Fitting Center, et si on est là aujourd'hui, c'est pour découvrir la toute nouvelle gamme de drivers, la gamme GT qui vient de sortir avec 3 nouveaux modèles, le GT2, le GT3 et le GT4, et cette gamme de drivers Titleist, on va aller vous la faire découvrir tout de suite. Allez, je vous emmène. Cette gamme GT va proposer 2 innovations majeures. En premier, on a une nouvelle couronne en matériaux polymères pour un gain de poids important, permettant ainsi de baisser le centre de gravité et d'optimiser l'angle de décollage de la balle. La couronne sera composée de 2 éléments qui a la particularité d'offrir la même sonorité que le métal. Ensuite, l'aérodynamique des têtes a également été améliorée pour offrir une meilleure circulation dans l'air et permettre ainsi un gain de vitesse de club. Mathieu Perrier, responsable fitting de chez Titleist, va nous expliquer les spécificités de chacune de ces nouvelles têtes GT. GT2 qui va être le driver chez nous le plus stable de la gamme pour les golfeurs qui ont tendance un petit peu à décentrer un peu partout sur la face. C'est un driver qui va être hyper stable, trajectoire, angle de lancement plutôt moyen élevé avec un spin assez faible aussi. Donc produit très facile à jouer avec plein de nouvelles technologies. GT3, donc là c'est une tête qui va être un petit peu plus compacte au visuel notamment. Alors c'est le même volume que la GT2, mais elle est un peu plus haute. Elle a été créée pour des golfeurs qui veulent baisser un peu leurs angles de lancement et le spin. Assez intéressante sur le côté aussi réglable de la tête, c'est-à-dire qu'on a un système de poids qui est mobile, donc on peut l'ajuster en pointe ou en talon pour contrer des tendances de raté ou de trajectoire. Donc profil de tête qui demande un petit peu plus de régularité dans le centrage, mais très intéressante pour certains types de jeux et de trajectoires. La partie haute, l'arrière, mais aussi la semelle, et tout ça a été travaillé pour avoir le moins d'interférences possible entre guillemets dans les airs pour swinguer le plus vite possible. Magnifique. Du coup on a testé la tête GT2 et la GT3, maintenant on va tester la GT4 qui est la tête avec le plus petit volume, c'est ça? Exactement, ouais. GT4, donc la plus petite tête chez Titleist, 430 cm3 comparé à 460 sur les 2 autres. Vraiment créé pour avoir des angles de lancement bas avec un spin très faible. Ce qui est intéressant sur cette tête là aussi, c'est le système de réglage de poids. On a un poids à l'avant qui va être le poids le plus lourd pour justement mettre le centre de gravité très vers l'avant pour faire baisser le spin, et un poids un peu plus léger à l'arrière, mais on a la possibilité de faire un switch, de changer les poids pour aller optimiser les angles de lancement, éventuellement la stabilité aussi. Donc pas mal de réglages aussi possibles sur cette tête là, mais c'est une tête qui va être quand même plus orientée joueurs qui centrent bien la balle et qui ont surtout des problèmes de backspin. Globalement, les joueurs plutôt confirmés dans leur driving et qui vont avoir un centrage assez régulier par rapport à la 3 et la 2 qui sont vraiment 2 têtes hyper tolérantes. Bon voilà, on a pu tester ces nouveaux drivers GT ce matin. Moi on a vu que la meilleure combinaison ça allait être ce nouveau GT2. Et maintenant là on disait on a la chance d'être à Chantilly aujourd'hui. On va aller le tester en condition sur ce parcours de Chantilly-Vineuil qui, comme on le sait tous, est extrêmement exigeant depuis le départ. Là on est début d'été, les roughs sont extrêmement hauts, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe avec ce nouveau GT de Titleist. On essaie de cocher un peu toutes les cases, donc avoir les bons taux de spin, le maximum de vitesse de balle,
le maximum aussi de tolérance. On essaie d'avoir vraiment un ensemble de data qui va permettre vraiment d'avoir la performance la plus optimale et pas juste chercher le driver le plus puissant possible en ayant un driver qui ne soit pas tolérant ou l'inverse. Ouais. Et ça c'est très important avec un look, un son qui reste très tightless, très pur. Pour conclure, une belle réussite pour ce nouveau modèle GT, aussi bien au niveau du look que des performances. Un modèle que l'on peut déjà tester en fitting et qui sera à découvrir en magasin à partir du 23 août. Voilà, merci à Hugo Ponce et on retourne du côté de la Boulie, toujours avec les drivers GT. On a croisé presque par hasard au RCF Antoine Rosner, un passionné des drivers tightless qui nous parle de son amour pour ces tout nouveaux drivers qu'il a adoptés, comme vous allez le voir, de façon instantanée. On est au golf de la Boulie avec Antoine Rosner. Salut Antoine. Salut Ben. Bon Antoine, tu nous accueilles chez toi au golf du RCF La Boulie avec une grosse nouveauté dans le sac, le GT de Tightless. Ouais, très belle nouveauté, je dois l'admettre, là je l'ai joué. Pour te connaître un peu, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre là. Vraiment, j'ai vraiment vu une belle amélioration par rapport au TSR. Et je ne le dis pas parce que c'est mon sponsor, mais vraiment j'ai eu des gains en distance et en précision qui ont été vraiment bons ces 2 dernières semaines, donc une vraie belle trouvaille. Toi tu pars sur le modèle GT3, il y a le GT4 qui donne une tête plus petite avec moins de spin, le GT2 plus facile à jouer, et toi comme beaucoup de joueurs du Tour, c'est la tête 3. Ouais, c'est la tête 3, visuellement elle me parle, elle n'est pas trop grosse, pas trop petite. Voilà, donc moi c'est à la base plus le look qui m'a attiré, et puis après c'est vrai qu'on a ces réglages sous la face qui sont hyper intéressants quand on cherche à jouer plus en draw, plus en fade. C'est des réglages qui peuvent être hyper intéressants. Ouais. Toi tu fais partie des joueurs, Antoine, qui aiment bouger, qui aiment utiliser cette possibilité de réglage. Ouais, complètement. Moi je suis un joueur de fade et c'est vrai que quand je ne suis pas certain de trouver cette trajectoire, ça peut me chiffonner, je peux avoir des difficultés dans mon engagement, dans ma conception et visualisation des coups. Et c'est vrai que voilà, moi je suis un gars qui met le poids, on voit un petit trait rouge donc sur la pointe, et ça m'aide justement à trouver cette trajectoire de gauche à droite, parce que tout simplement ça ralentit en fait cette vitesse de la pointe du club, donc ça peut éviter en gros les quick hooks. Donc toi tu joues naturellement en fade, donc l'effet de gauche à droite, ouais. Et tu mets un peu de poids en pointe pour créer ce fade, donc tu ne cherches pas à contrer cet effet naturel. Non, bien sûr que non. C'est quelque chose qui m'aide à sortir cette trajectoire, donc c'est vraiment une facilité en plus qui est hyper intéressante. Tu fais partie de quel type de joueur? C'est coup de foudre, j'aime le driver, c'est au TDU1 le jeudi de ton prochain tournoi, ou est-ce que tu y vas par petites étapes? Déjà, il y a le premier contact au practice qui est hyper important. Je pense qu'on est de suite fixé si on aime ou on n'aime pas. Maintenant, il faut lui laisser sa chance aussi. Il faut aller sur le parcours avec, l'essayer et éventuellement revenir voir un professionnel pour refaire quelques ajustements. On sait qu'avec les réglages sous le club, on peut faire une multitude de combinaisons possibles. Donc voilà, il faut pas hésiter à s'adresser à des pros, parce qu'on peut tout changer, le loft, le lie, l'équilibrage dans la phase de club. Et honnêtement, il n'y a pas de raison que ça fitte pas ton jeu, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester les boîtes parcours également, ouais. Et est-ce que tu vas les mettre dans le sac? Ouais, grosse amélioration aussi au niveau des boîtes parcours. Moi, j'ai pas joué les 2 dernières générations de boîtes parcours de Tightless. Je suis toujours avec un vieux modèle. Et comme je disais, il faut que je retourne bosser un petit peu avec les gars du Tour, parce que je suis vraiment pas loin de trouver le bon réglage. Donc pour l'instant, là, dans l'immédiat, je garde encore mon ancien, mais je vais passer au GT3 aussi. Quel modèle? Au GT3. Enfin, quel loft? 15 degrés. Donc le bois 3, point barre? Le bois 3, ouais. Ensuite, j'ai un fer 2. Et puis de toute façon, je ne vais pas avoir le choix de changer à un moment, parce que ma tête de TS3 n'existe plus. Il me reste une tête neuve et c'est tout. Donc à un moment, il va falloir changer. C'est ce qu'on dit beaucoup. C'est ce que notamment Nicolas Colsart qui nous avait expliqué ça une fois. C'est quand on trouve un bois 3, c'est le club le plus dur à trouver du sac pour un joueur pro, donc on n'en change pas. Je valide, parce que la particularité du bois 3, c'est qu'on ne cherche pas à taper plus fort, on cherche à faire notre carry avec le bon taux de spin et la bonne hauteur de balle. C'est un peu tout ce qui nous intéresse. Maintenant, il y a toujours des améliorations. Les nouvelles têtes sont plus faciles à jouer que ma version d'il y a 6 ans ou 7 ans maintenant. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi passer le cap et ne pas hésiter à changer. Je reviens sur le driver.
Shaft identique, longueur de shaft identique. Tout est pareil, j'ai seulement changé un réglage. J'étais en A1 avant et je suis passé en B1. A1 c'est standard je crois. A1 c'est standard et je suis passé en B1 qui est un tout petit peu fade. Je trouvais, je ne sais pas pourquoi, j'avais un petit peu plus de mal à faire mon fade, mais maintenant que j'ai mis en B1 c'est parfait. Donc, et mes stats de driving ont été très bonnes les 2 dernières semaines, donc c'est hyper encourageant. Voilà Antoine, on te remercie pour ton temps et ton accueil, et puis on va surveiller tes stats de driving sur l'European Tour dans les semaines qui viennent. C'est gentil. Après les wedges et les bois, place maintenant au fer, et TaylorMade lance 2 nouvelles séries de fer pour les joueurs de compétition et les joueurs du Tour, les P770 et les P7 CV qu'on vous présente tout de suite. On les a découverts du côté du Portugal. Depuis les années 2018, TaylorMade a cassé le plafond des fers de compétition. C'est devenu un des compétiteurs majeurs de ce segment hyper spécifique que vous voyez beaucoup à la télé dans les mains de Rory McIlroy, Collin Morikawa ou Tommy Fleetwood. Et donc la marque américaine lance 2 nouveaux modèles, les remplaçants des P7 MC qui s'appellent désormais CB comme vous allez le voir, et les P770, des fers pour une large gamme de golfeurs de compétition qu'on va découvrir maintenant, qu'on va tester, et on va également interviewer les ingénieurs à la base de ce projet P-Series. The P7CB is designed for your low single digit, like 5 to the tour level pro, maybe club pros, better amateur golfers, or anybody that really just is all about precision and consistency. It's a little bit bigger than the MC model, which means your sole width is going to be a little bit wider, your top line a little bit thicker. The offset's actually going to be a touch less than P7 MC. But that's really where the changes and the similarities kind of stop. From there, you have great perimeter weighting, and then you have a new internal construction, a new forging process that allows us to maximize the forgiveness while keeping incredible feel in this solid body forged construction. P770 is kind of for that 0 to 10 handicap range. That's really who we're looking at here. Again, we've made a lot of improvements on this one so that better players are going to be more open to the P770. It's got better feel. It's all about driving consistency and control with the new P770, as well as, again, these long irons are very forgiving, more forgiving than the previous model. It helps to launch the ball higher in the air with this flighted CG technology. That's P770. P770 is a forged player's construction, so it does have the forged 4140 face, and then we use mass distribution inside here to make it as forgiving as possible. So it's not a solid body forging, but again, feels like a solid body forging thanks to all of the upgrades that we've made. We tightened up that leading edge radius so it gets into the turf a little bit faster, a little bit cleaner. Again, we wanted to just make this play a bit more like a CB with different flight characteristics. Again, this has flighted center of gravity. It's going to carry a little bit further, so you get a little bit more distance out of this one. But again, incredible feel. This is the best feeling P770 we've made to date, and it's even more forgiving than the previous model. Loft certainly drives performance, but to be honest with you, I don't really care what the loft number is. I care more about the launch, spin, and peak height that I'm getting out of the loft for my swing. So the best way to determine what loft is best for your swing is to go get fit. So this would be my recommendation when you're thinking about what's the next iron set for your game. You got to think about what's most important to you and be honest with yourself about what type of golfer you are. Do you prioritize distance and forgiveness? Are you looking for a player's inspired shape? Or are you all about control and consistency? Or maybe it's all about precision and workability like you'd get with the new P7CB. Really, any golfer needs to go in and get fit. It's important that you have an idea as to the type of iron that you're looking for, but you gotta go in, trust the fitter, and they will help you find the best iron for your game. Donc on a bien testé ces 2 nouvelles séries et je vous donne un premier feedback. D'abord les P7 CB, donc nouvelle appellation, nouvelle cosmétique, très pure, très réussie. J'ai adoré le toucher. On a un seul bloc d'acier et évidemment ça se sent, on a un toucher précis, on sait exactement où est-ce qu'on centre la balle. On sait aussi également quand
quand on la rate, mais on a quand même ce soupçon de tolérance avec cette petite cavité. Ça glisse plutôt bien à l'impact. On sait que TaylorMade a fait un effort à redessiner les bands toute la semelle, donc ça glisse plutôt bien de ce côté-là RAS. Et le petit point négatif des P7CB, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais ça, vous connaissez l'histoire sur les fers de compétition. C'est pas voué à avoir des révolutions technologiques, donc il n'y a pas grande nouveauté par rapport au modèle d'il y a 2 ans. Pour les P770, maintenant, le look, il rivalise avec les CB. C'est vraiment hyper pur à l'adresse et ça, j'ai adoré. Ils ont vraiment redéfini l'allure. C'est un petit peu plus compact que par le passé et ça ressemble davantage à des clubs pour bons joueurs. On rappelle que les P770, ça vise, on va dire, des joueurs 5-15 d'index qui veulent des clubs qui rentrent beau dans le sac, et c'est le cas, qui ressemblent de loin à des lames. Et donc c'est des fers donc player distance qui vont vous faire taper un petit peu plus loin, évidemment, grâce à des lofts plus fermés par rapport au CB, donc ça n'a pas de problème, notamment sur les longues cannes. J'ai adoré les longues cannes P770, donc vous pouvez les mixer. Pourquoi pas faire un combo avec les P7 CB, ça serait une super idée, parce que vous avez un gain en launch, vous launchez la balle, vous envoyez la balle plus haut avec les P770 par rapport aux P7 CB, donc ce gain de tolérance quand on est 5-15 d'index à plus de 160 mètres du trou, c'est un super point positif. Point négatif enfin des P770, c'est le toucher. Évidemment, vous avez plusieurs pièces dans cette tête, donc ça résonne un petit peu plus. C'est beaucoup moins uniforme que le P7 CB, ça reste des têtes forgées, mais quand même le toucher est bien au-dessus avec les P7 CB qui sont déjà adorés par des joueurs comme Collin Morikawa. Voilà pour les nouveautés de la rentrée, on vous en montrera d'autres dans l'édition de septembre de Sweet Spot. Et pour la route des vacances, je vous montre une petite pépite supplémentaire, on n'avait pas parlé de putter encore. C'est sans doute ma marque de putter préférée, c'est du Made in USA 100% fabriqué en Amérique. C'est le putter le plus proche que celui utilisé par Céline Boutier qui a gagné notamment l'Evian Championship avec ce putter manié. C'est le BB48, vous voyez, une Black Edition, finition Black PVD magnifique. J'adore cette marque parce que ça a un toucher sublime, une finition parfaite, notamment du côté de l'usinage qui, je le répète, est fait 100% aux USA dans leur studio du côté de Chicago. Donc c'est vraiment une marque qui gagne à être connue. C'est un petit peu cher, c'est au-dessus de 400 € le putter, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Donc le BB48 de Betty Nardi. Voilà pour Sweet Spot numéro d'août, mais on ne vous oublie pas au niveau du concours du mois dernier. Les magasins Golf Plus nous ont parrainé, nous ont offert un chariot électrique Motocaddy M3. Vous découvrez le nom du vainqueur juste en dessous, le petit vénard qui va recevoir ce super chariot à la maison. Merci encore au magasin Golf Plus. Et pour ce mois d'août, on ne vous a pas oublié non plus des casquettes à gagner dédicacées par Thomas Levé, dont l'interview vous a sans doute passionné en début d'émission. Mais c'est pas tout, on vous fait également gagner un wedge opus, les tout nouveaux wedges signés Callaway qui sont dans le sac de stars comme Xander Schauffele qui a gagné 2 majors avec. Et pour gagner ce wedge, vous connaissez la recette, vous nous envoyez un petit mail sur le mail ci-dessous. On aura les résultats dès début septembre pour le prochain numéro de Sweet Spot.